L'arbre de Howard Philip Lovecraft. Il y a sur une pente verdoyante du mont Ménal, en Arcadie, une oliveraie dans laquelle se trouve une villa. Toute proche se dresse un mausolée jadis décoré de merveilleuses sculptures, mais qui, comme le reste, est aujourd'hui en ruine. Au pied de la tombe, ses curieuses racines brisant par endroits le bloc de marbre pentélique, s'élève un olivier d'une taille surnaturelle et d'une forme singulière. Il ressemble au corps d'un être humain figé dans son dernier sommeil. L'image est tellement frappante que les habitants du pays évitent de passer par là lorsque la lune brille trop faiblement dans la nuit. Le mont Ménal est connu comme étant l'un des lieux de prédilection du redoutable Pan et de ses nombreux compagnons. Les bergers, hommes simples, sont tous persuadés que cet arbre a quelque lien de parenté avec les sinistres adorateurs de Pan. Pourtant, un vieil apiculteur vivant non loin de la maison délabrée m'a conté une histoire bien différente. Il y a quelques décennies, la villa de la colline était neuve et dans toute sa splendeur. Deux sculpteurs, Calos et Musidis, y avaient élu domicile. De la Lydie jusqu'à Naples, la perfection de leur art était célèbre, et personne n'aurait su dire lequel des deux surpassait l'autre. L'Hermès de Calos se trouvait dans un temple de marbre à Corinthe, tandis que la Pallas de Musidis était placée au sommet d'une colonne à Athènes, près du Parthénon. Tout le monde rendait hommage à l'art de Calos et Musidis, et s'émerveillait de savoir qu'aucune ombre de jalousie n'était jamais venue troubler leur chaleureuse et fraternelle amitié. Bien que vivant en parfaite harmonie, les deux hommes n'avaient pas le même caractère. Musidis aimait passer ses nuits à festoyer à Thégée, Calos, au contraire, préférait rester à la maison, d'où il s'échappait parfois à l'insu de ses esclaves pour aller rêver et méditer dans la fraîcheur de l'oliveraie. C'est là qu'il trouvait l'inspiration et qu'il créait en imagination les statues aux formes parfaites qu'il immortaliserait ensuite, palpitantes dans le marbre. Les gens futiles disaient que Calos venait là pour s'entretenir avec les esprits de l'oliveraie, et que ses œuvres n'étaient que la représentation des formes qu'il avait vues, car il ne faisait jamais appel à des modèles humains. Calos et Musidis étaient si justement célèbres que personne ne s'étonna lorsque le tyran de Syracuse leur envoyait des messagers pour parler de la très belle statue de Tyché qu'il avait l'intention d'ériger dans sa ville. L'œuvre devait être de grande taille et aussi proche que possible de la perfection, car il fallait qu'elle soit l'une des merveilles du monde, le but du voyageur. Celui qui serait choisi pour accomplir ce travail aurait droit à tous les honneurs, et Calos et Musidis étaient invités à concourir. Comme leur affectueuse amitié était bien connue, le puissant tyran insista pour qu'ils cèdent et se conseillent mutuellement au lieu de travailler seuls. Cette collaboration donnerait sans doute deux œuvres d'une grande beauté, puisqu'elles seraient conçues en commun par les deux plus grands sculpteurs. Les deux hommes acceptèrent la proposition avec joie. Dans les jours qui suivirent, les esclaves entendirent d'incessants coups de ciseaux. Calos et Musidis travaillèrent ensemble, mais dérobèrent leurs œuvres aux yeux du public. À part eux, personne ne put voir les deux silhouettes divines taillées avec habileté dans les rudes blocs informes depuis que le monde est monde. La nuit, comme autrefois, Musidis fréquentait les banquets de Thégée, tandis que Calos errait seul dans l'oliveraie. Mais au bout de quelque temps, Musidis parut préoccupé. C'était curieux, disait-on, que la tristesse vienne s'emparer de quelqu'un qui avait toute la chance d'atteindre la consécration suprême. Plusieurs mois s'écoulèrent encore, mais rien dans l'attitude de Musidis ne laissait supposer qu'il se réjouissait de sa situation privilégiée. Enfin, un jour, il se mit à parler de l'étrange maladie de Calos. Ils remarquèrent évidemment la pâleur de son visage, mais aussi l'heureuse sérénité de son regard. Musidis, au contraire, tourmenté et anxieux, repoussait tous ses esclaves et ne laissait à nul autre que lui le soin de nourrir et de veiller son ami.
Dissimulées derrière de lourdes teintures se trouvaient les 2 statues inachevées de Tyché, qui n'avaient pas été touchées depuis longtemps par le malade et son ami. Malgré les soins zélés de Musidis et d'un médecin, la santé de Calos déclinait. Et plus elle déclinait, plus le malade demandait à être transporté dans l'oliveraie qu'il aimait tant. Il tenait absolument à rester là-bas, tout seul, comme s'il désirait parler à des êtres invisibles. Son ami cédait à toutes ses exigences, mais il avait le cœur gros à l'idée que Calos éprouvait plus d'affection pour les esprits de l'oliveraie que pour lui-même. La fin se fit proche, et Calos se mit à parler de l'au-delà. Musidis, en pleurant, lui promit une sépulture plus belle que le mausolée, mais Calos le supplia de ne plus parler de splendeur de marbre. Un seul désir obsédait maintenant l'esprit du mourant: que l'on enterrât les branches d'un certain olivier près de lui, près de sa tête. Une nuit, alors qu'il reposait seul dans l'obscurité de l'oliveraie, Calos mourut. Le tombeau de marbre que Musidis, frappé de douleur, sculpta pour son ami bien-aimé, était d'une inimaginable beauté. Personne d'autre que Calos n'aurait pu créer de tels bas-reliefs, où étaient représentées toutes les splendeurs de l'Élysée. Et Musidis n'oublia pas de déposer près de la tête de Calos les branches d'olivier. Quand l'intensité de la douleur de Musidis fit place à la résignation, il se remit avec ardeur à travailler sur la statue de Tyché. C'est lui qui aurait tous les honneurs. Sa tâche fut comme une échappatoire à son chagrin, et il travaillait de plus en plus chaque jour, abandonnant les distractions qu'il avait naguère aimées. Il passait ses soirées près de la tombe de son ami, où un jeune olivier avait pris racine à l'endroit même où reposait la tête du mort. La croissance de cet arbre avait été si rapide et sa forme était si étrange que tous ceux qui la regardaient s'exclamaient de surprise. Musidis semblait fasciné. Il éprouvait à la fois de l'attirance et de la répulsion. 3 ans après la mort de Calos, Musidis envoya un messager au tyran de Syracuse, et l'on murmura sur l'agora de Thégée que la puissante statue était terminée. À cette époque, l'arbre de la tombe avait atteint des proportions étonnantes, dépassant tous les arbres de son espèce. Une branche singulièrement puissante dominait même l'appartement où travaillait Musidis.
Comme beaucoup de visiteurs venaient voir l'arbre prodigieux et admirer le travail de l'artiste, Musidis était rarement seul. Mais il n'était pas gêné par cette foule, et même, il semblait craindre de rester seul maintenant que son travail absorbant était terminé. Le vent froid des montagnes soufflait sur l'oliveraie, et l'arbre de la tombe émettait des sons étranges, vaguement articulés. Le ciel était sombre le soir où les émissaires du tyran arrivèrent à Thégée. On savait qu'ils allaient chercher la grande statue de Tyché et apporter les honneurs éternels à Musidis. C'est pourquoi on les accueillit très chaleureusement. Dans le courant de la nuit, une violente tempête se déchaîna sur la crête du mont Ménal, et ceux qui habitaient Syracuse furent contents d'être bien à l'abri dans la ville. Ils parlèrent de leur illustre tyran et de la splendeur de sa capitale, et évoquèrent la gloire de la statue que Musidis avait élevée pour lui. Et puis les hommes de Thégée parlèrent de la bonté de Musidis, de son chagrin pour son ami, et ils dirent comment les lauriers qui allaient couronner son art n'arriveraient sans doute pas à le consoler de l'absence de Calos, qui aurait peut-être porté ses lauriers à sa place. Ils parlèrent de l'arbre qui poussait sur la tombe près de la tête de Calos. Le vent hurlait horriblement, et ensemble, les gens de Syracuse et d'Arcadie adressèrent des prières à Éole. Quand le soleil se leva le lendemain matin, les proxènes conduisirent les messagers du tyran en haut de la côte, dans la demeure du sculpteur. Mais le vent de la nuit avait fait d'étranges ravages. Les cris des esclaves s'élevaient sur un spectacle désolant, car plus rien ne restait des colonnades brillantes du vaste vestibule de l'Oliveraie où Musidis avait rêvé et travaillé. Seuls quelques murs peu élevés se dressaient encore tristement, car la lourde branche de l'arbre étrange s'était abattue sur le somptueux péristyle, réduisant la grandiose architecture de marbre à un amas de ruines. Tous demeurèrent abasourdis, regardant alternativement les ruines et le grand arbre sinistre dont l'aspect était si bizarrement humain et dont les racines s'enfonçaient si curieusement dans le tombeau sculpté de Calos. Leurs craintes et leurs inquiétudes augmentèrent quand ils pénétrèrent dans l'appartement dévasté, car on ne trouva aucune trace de l'aimable Musidis, ni la merveilleuse statue de Tyché. Seul le chaos régnait sur ces ruines monstrueuses. Les envoyés des deux cités repartirent fort déçus. Ceux de Syracuse, parce qu'ils n'avaient pas de statue à emporter, et ceux de Thégée, parce qu'ils n'avaient pas d'artiste à récompenser. Toutefois, les Syracusiens réussirent à acquérir, après quelque temps, une splendide statue à Athènes, et les Thégéens se consolèrent en élevant sur l'agora un temple de marbre célébrant les dons, les vertus et la piété fraternelle de Musidis. Toutefois, l'oliveraie est toujours là, ainsi que l'arbre qui pousse sur la tombe de Calos, et le vieil apiculteur m'a conté que quelquefois, les buissons murmurent dans le vent de la nuit, répétant sans cesse: Oida, Oida.